Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Poursuite des consultations de religieux pour la sortie des crises à l'est du pays, la Senko et les CCT chez l'opposant des lycées Sanga. Ces derniers leur a proposé la sortie politique et diplomatique pour le mieux vivre ensemble. Puis en société, une érosion menace d'immerger un quartier de la commune de Djoulou en Bujimaï au Kasaï oriental. La progression inquiétante, j'allais dire, de cette érosion paralyse les activités quotidiennes de ces coins de cette ville. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques ordonnances présidentielles ont été rendues publiques par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et parmi les noms, on note la nomination de Eberhard Kolongele comme conseiller spécial en matière de sécurité. Lydie Diamba pour l'extrait. Ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société Air Congo SA, Madame Judith Nzolatima Kianga, Messieurs Touana Pelengamo Dieudonné, Messieurs Kachesha Kitenge Willy. Article 2 est nommé directeur général adjoint de la société Air Congo SA, Messieurs Charles Mbutamuntu Luanga. Article 3. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Thaïlande, messieurs François Nkuna Balumwene. L'article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Puis, dans un autre registre, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec l'inspection générale de finances sur la rigueur budgétaire. Jules Alinguete a rappelé que seules les dépenses sécuritaires et au déplacement de chefs d'institutions peuvent être exécutées en urgence. La chef du gouvernement avait renforcé le rôle de l'inspection générale de finances dans la gestion de finances publiques. Suivez. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel finance-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accordent alors que la loi qui régit FPI est claire. L'FPI n'a pas vocation à faire des subventions. L'FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale.
section Palais du Peuple réunie en session extraordinaire à la demande du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les députés et sénateurs ont adopté à l'unanimité les recommandations de la commission mixte paritaire. Ces mesures tracent le voie diplomatique et politique pour une sortie des crises. Marcel Kilombo. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours en plénière comme en commission pour élaborer leurs recommandations axées particulièrement sur les volets politiques et diplomatiques. La grande commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat a été composée notamment des commissions mixtes paritaires Défense et Sécurité, Relations extérieures, PAJ, socio-culturelles, économique et financière. Après l'audition en commission du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les députés nationaux ont conjugué leurs intelligences pour réfléchir sur les voies et moyens de sortir le pays de cette crise sécuritaire qu'il traverse. La plénière tenue à huis clos en cette deuxième journée a adopté à l'unanimité et sans débat le rapport final mixte qui contient toutes les recommandations des 2 chambres du Parlement. Ce rapport, dont la primeur est réservée uniquement au président de la République et chef de l'État, rencontre sur tous les plans les attentes du commandant suprême. Nous annonçons au public et toute notre satisfaction pour le travail de qualité réalisé par les honorables députés et les honorables sénateurs qui se sont mis d'accord sur les matières principales sous forme de recommandations à remettre au président de la République. Et tous ces rapports ont été adoptés tour à tour et à l'unanimité, sans contre et sans abstention. Ceci mérite quand même les applaudissements de la plénière. Honorables députés, chers collègues, je tiens sincèrement à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez démontré encore une fois de plus, au regard de vos recommandations et résolutions, que le Congo, c'est un pays de paix, un pays qui veut la paix chez nous et ailleurs. Ici est de signaler que ce document d'une extrême importance va se joindre à celui présenté par les évêques de la Sanko et l'Église du Christ au Congo pour outiller objectivement la décision du président de la République, garant de la nation. Quittons Kinshasa pour nous rendre cette fois-ci à Bruxelles, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, a alerté la communauté internationale sur la situation critique à Goma lors de la session extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Elle a dénoncé une attaque méthodique ayant isolé la ville et détruit les infrastructures essentielles. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents?
Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Revenons à Kinshasa, les consultations menées par la conférence épiscopale du Congo et l'église du Christ au Congo vont bon train. Après avoir échangé avec Martin Fayoulou, c'est le tour de Délice Sanga de s'entretenir avec la délégation de la CENCO et de l'ECC pour une solution à la sortie de crise dans la partie est du pays. Images et commentaires. Les consultations menées par l'Église catholique et l'ECC révèlent un tournant décisif pour l'avenir politique du pays. En recevant leurs délégués, Délice Sanga a insisté sur la nécessité de corriger les erreurs du passé et identifier leurs responsabilités. Il faut dire qu'aujourd'hui, la logique exclusivement militaire du tout militaire a montré ses limites et qu'aujourd'hui, la solution est essentiellement politique et diplomatique. Il faut explorer toutes les voies pour qu'une telle solution qui épargne à la fois les vies de nos concitoyens et préserve la stabilité de notre pays et l'intégrité de notre territoire par-dessus tout puisse voir le jour en associant toutes les ressources. Et donc une initiative prise par nos pères spirituels nous paraissait d'intérêt d'être entendue. Nous avons formulé en ce qui nous concerne un certain nombre de préalables, mais aussi un certain nombre de contributions pour pouvoir notamment faire face à des écueils que nous avons rencontrés par le passé et répondre aux contraintes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est un processus qui vient de démarrer et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit, parce que dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, circonscrit les cadres de cet entretien. Nous sommes en train de faire des consultations auprès des acteurs sociopolitiques dans la perspective de l'appel lancé en urgence par les deux églises catholiques et protestantes pour réunir tous les Congolais dans un forum pour le consensus national afin d'obtenir un pacte social en faveur de la paix et de bien vivre ensemble, une urgence au regard de la crise dans laquelle se retrouve le pays aujourd'hui. Rappelons que c'est depuis lundi dernier que les consultations menées par l'Église catholique et l'ECC ont démarré. Puis, dans un autre registre, le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Louis Watum Kabamba, a lancé une plateforme digitale dédiée à la collecte de fonds pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les populations de Nord Kivu victimes de la crise humanitaire liée à l'invasion rwandaise. Un outil sécurisé pour mobiliser la solidarité des Congolais à travers le monde. Images et commentaires. Mobiliser les fonds pour ceux qui en ont plus besoin que nous qui sommes ici à Kinshasa, ceux qui sont à l'Est. C'est ainsi que nous avons créé une plateforme numérique qui s'appelle Solidarité Est. Et pour y accéder, vous allez taper sur votre clavier Solidarité Est en un mot, .com. Ça vous donne accès à cette plateforme où vous pouvez envoyer vos contributions par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money ou même par carte Visa si vous voulez. Et donc, c'est une plateforme qui prend des paiements en ligne et tous ces paiements sont basculés dans un compte du Trésor. Nous avons un compte en dollars et un compte en francs congolais. Nous nous sommes fixés un objectif de 1 million de dollars que nous voulons collecter et nous avons commencé par montrer l'exemple au niveau de notre cabinet, au niveau de notre ministère, au niveau de toutes les structures qui sont sous notre tutelle et ainsi qu'au niveau de nos divisions provinciales, qui sont dans plusieurs provinces à l'intérieur du pays. Le don de sang, tout comme le lancement de cette plateforme, est un acte de solidarité concrète. Ce projet permet à chaque citoyen de contribuer facilement à l'effort national en toute sécurité via une interface numérique simple et accessible à tous. En quelques clics, chacun peut apporter sa contribution pour soutenir les efforts de paix et de développement dans cette région stratégique du pays. Ces deux gestes démontrent
au plus haut point l'attachement de son Excellence Louis Watum Kabamba à la population congolaise et celle de Goma en particulier, mais aussi à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Jacques Wendo, récemment libéré à Kinshasa, a atterri à Bruxelles, où il a réitéré son innocence tout en dénonçant son arrestation, et il a laissé à chacun le soin de juger l'état de la justice en République démocratique du Congo. On écoute. D'après l'esprit du mandat signé par l'avocat général militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe par Fembuta Mutu, les deux figures de l'AFC doivent être arrêtées et transférées sous la bonne garde sur les territoires de la République démocratique du Congo. Il est notamment reproché à Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba d'atteinte à la sûreté de l'État, soutien à des groupes armés, implication aux actions déstabilisant la sécurité du pays. Il est aussi reproché à Nangaa et Mamba d'avoir commis de massacres sur les populations des territoires de Rutshuru et Masisi depuis février 2024. Ce mandat d'arrêt international contre les deux terroristes divise quand même certains observateurs. D'une part, on se demande, alors que d'autre part, on pense que cette action judiciaire pourrait accélérer les enquêtes et relever le dessous des cartes et certaines manœuvres politiques. Quoi qu'il en soit, Nangaa et tous les traîtres qui ont massacré et continuent de tuer les Congolais doivent tôt ou tard payer de leurs crimes. Vous venez de suivre le mandat d'arrêt délivré par la République démocratique du Congo. Quittons Kinshasa pour cette fois-ci nous rendre en Mbuji-Mayi où une érosion menace de faire disparaître le quartier Kavanda Vital dans la commune des Djoulou. Les habitants assistent impuissamment à l'avancée de cette faille et ont lancé un appel aux autorités pour venir à leur rescousse. L'érosion du quartier Kavanda dans la commune des Djoulou à Mbuji-Mayi continue sa progression inquiétante. Cette érosion est due au non-respect des normes d'urbanisme et surtout au manque de canalisation des eaux de pluie. Elle s'est aggravée avec les fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans la région. Les habitants de ces coins de la ville diamantifère sont déjà coupés des autres quartiers. Les enfants de ces quartiers ont du mal à traverser un grand et long ravin pour aller à l'école. Même les vieilles personnes ne savent pas aller dans l'unique paroisse du coin pour prier comme dans le passé. Pour le bourgmestre de cette commune, Ben Satoure Kabangu Lukoji dit avoir fait un état des lieux et a transmis son rapport au gouverneur de la province qui a promis d'envoyer une équipe pour les débuts des travaux. J'ai déjà fait l'état des lieux vers l'autorité provinciale. Je lui ai même déjà vu en personne avec l'accusé de réception de ma lettre. Et nous avons pris des langues et toutes les bonnes dispositions sont déjà prises pour faire ce qui est de nos droits à ce stade-là. La ville de Mbuji-Mayi mène plusieurs projets de réhabilitation de la voirie urbaine, incluant la lutte contre les érosions. Des sites comme Mulamba Wampoy, Monseigneur Kongolo sont en cours de stabilisation. En attendant, la population, confrontée à l'avancement des ravins, espère une solution rapide de la part des autorités compétentes. Puis sport, avant de boucler complètement ce journal, le vice-président de la Ligue de handball de Kinshasa, Tom Kasenda Matondo, a annoncé sa démission ce jeudi 6 février 2025. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de presse sans préciser sur les raisons de son départ. C'est par cette note sportive que boucle complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.